Allez, on ouvre une large page consacrée à la Cyber Week en Israël avec 4 invités de marque. Merci messieurs et mesdames d'être présents avec nous dans l'émission Défense. D'abord, je vais vous présenter tout simplement Alain Bouillet. Vous êtes président du CESIN, Club des experts et de la sécurité de l'information du numérique, aussi directeur sécurité de la Caisse des dépôts. Amélie Rive, bonsoir. Vous êtes chef des relations extérieures du CEIS, spécialiste en intelligence cyberdéfense et la société. Jérôme Billois, vous êtes partenaire cabinet de conseil à Wavestone. Et Nelly Soussan, qui d'ailleurs, cette délégation aujourd'hui dans le plateau Défense n'aurait pas pu voir le jour. Vous êtes CEO de Shushan & Co. Alors, première question à vous, monsieur Bouillet. En France, on parle d'attaque, on parle de cyberattaque. Dans le monde civil, l'interaction du monde, de l'écosystème civil et étatique. D'abord, quel type d'attaque aujourd'hui, lorsque je dis que vous êtes sécurité et directeur de sécurité de la Caisse des dépôts, quel type d'attaque doit-on faire face aujourd'hui ? Alors en fait, on vit aujourd'hui un paradoxe assez extraordinaire, c'est qu'on a une digitalisation des entreprises qui est en marche. On ne peut plus rien opérer sans informatique. Tout est digital, de l'informatique industrielle à l'informatique de gestion. Et en fait, en même temps, on a cette augmentation de la cybercriminalité. Donc du coup, les entreprises augmentent mécaniquement leur surface d'attaque. Et on l'a vu dans l'actualité récente en France, des entreprises qui n'avaient pas démérité en matière de prévention et de protection se sont retrouvées sans informatique, parfois pendant plusieurs semaines. Donc plus c'est digital, plus il y a une multiplication d'attaques. Et plus la surface d'attaque augmente. Et si bien que les hackers, ils ont en effet un panorama de systèmes d'information à attaquer qui est très large. Et comme il y a des systèmes qui sont moins sécurisés ou moins sécurisables que d'autres, je pense aux IoT, je pense à l'informatique industrielle, effectivement, les attaques arrivent. Alors ce qu'on voit évidemment le plus souvent dans les entreprises françaises, mais je pense que c'est pareil partout dans le monde, c'est les ransomware. Et c'est le fait que l'attaquant pénètre d'une manière ou d'une autre sur le réseau de l'entreprise et chiffre tout ce qu'il rencontre sur son passage, ce qui a pour conséquence de paralyser le fonctionnement de l'entreprise à cause justement de ce digital. Ce qu'on appelle un no man's land 2.0. Amélie, comment ça se passe justement au niveau de cet écosystème civil? Est-ce que l'État est présent? Est-ce que les entreprises sont livrées à elles-mêmes? Non, bien sûr. Alors, de même que du côté de la défense, une bonne défense solide repose effectivement sur des capacités qui proviennent du milieu industriel, de l'écosystème industriel, à la fois de grands acteurs industriels, mais également de petites sociétés innovantes. Et c'est justement entre cette interaction entre les forces gouvernementales et l'écosystème industriel qu'émergent des réponses solides. C'est-à-dire qu'il y a des acteurs du monde étatique au sein même des entreprises, où comment ça se passe concrètement au quotidien? Comment pense-t-on stratégie de défense? C'est plutôt une question d'interaction, d'échanges mutuels et continuels sur les problématiques qu'ils ont en commun, sur les besoins que peut avoir le gouvernement ou les structures étatiques pour répondre aux attaques auxquelles ils font face. Et donc une interaction constante entre les deux pour mieux s'adapter et pour mieux adapter les moyens de réponse. Jérôme, justement, quand on parle des moyens de réponse, c'est quoi ces moyens de réponse? Est-ce qu'on est prêt en France aujourd'hui à faire du 24/7 concernant justement ces cyberattaques? Alors oui, il faut être prêt à ça parce que les cyberattaques, comme le disait très bien Alain, elles se sont multipliées partout dans le monde, mais aussi en France. Donc on a vu beaucoup de grands groupes qui ont été touchés, beaucoup de petites entreprises, et il y a ce besoin de structurer la manière dont on répond. Sous quelle forme? Voilà, pour la structurer, il y a deux choses. Il y a déjà l'entreprise qui doit se préparer, qui doit surveiller son système d'information, mettre des sondes, être capable de détecter les prémices des attaques pour réagir au plus vite. Et donc, d'une certaine manière, vous le disiez, passer en 24/7. Et puis ensuite, il faut être capable de faire appel à de l'expertise pointue. Là,
Aujourd'hui, on sait qu'il y a une pénurie de compétences, donc il y a quand même quelques structures qu'on appelle des CERT, des Computer Emergency Response Team, qui sont de l'ordre d'une dizaine en France, on en a un nous-mêmes, qui sont des équipes qui sont prêtes à intervenir, à aller aider ces entreprises, avec à la fois des méthodologies de gestion de crise, comment on s'organise, qui décide, comment on fait pour manger, pour faire les rotations des personnels, et puis aussi une expertise en compréhension de l'attaquant, en compréhension des outils de l'attaquant. Comment avoir un coup d'avance justement sur les hackers? L'important, c'est la veille, c'est d'être capable de rentrer finalement dans ces communautés et d'observer finalement leur fonctionnement, leur prochaine cible. Et c'est là où il y a une coopération importante à avoir entre le secteur civil et l'État finalement, qui a des moyens d'enquête, qui a des moyens de veille encore plus avancés que ce que peuvent avoir les entreprises. Et il y a un vrai besoin de partager l'information sur les menaces cyber. C'est quelque chose qui est encore naissant. On a vu des belles initiatives en Israël, vraiment de partage entre le secteur privé, le secteur de l'État. En France, ça démarre et je pense que c'est quelque chose qui a vraiment de l'avenir. Alors justement, merci de me passer le relais justement à Nelly. Le rôle d'Israël, Nelly, dans la cybersphère. Donc Israël, c'est quand même c'est un tout petit pays, mais qui concentre 20% de l'investissement mondial en cybersécurité. Et le secteur cybersécurité représente 5% des ventes mondiales. C'est énorme. C'est énorme pour un tout petit pays de 8 millions d'habitants, qui se caractérise par un écosystème en fait, qui a été pensé par le gouvernement, qui est à la fois très complet, très synergique et vertueux en ce sens qu'il a été pensé pour croître et se mettre à jour de façon organique. Et l'autre chose qui le caractérise, c'est des startups qui ont pour fonction, au sein de cet écosystème, de s'emparer très vite justement d'une menace émergente et de pouvoir mettre très vite à disposition du marché des solutions innovantes. Est-ce que vous avez ressenti cette semaine, et je vais vous poser la question également, le fait que, est-ce que les Français aujourd'hui sont friands de ce savoir-faire, de cette expertise israélienne? Alors, je crois qu'il faut que les entreprises françaises et nous, les responsables sécurité, c'est nous qui achetons les solutions, c'est nous qui prenons la décision. Donc on a eu l'habitude pendant des années d'acheter, d'empiler, on va dire, des solutions dans nos data centers pour se protéger de ce genre de risques. On a maintenant le phénomène du cloud et on est obligé de se protéger d'autres risques que nous n'avions pas quand nous étions dans nos data centers. Bref, le spectre de la protection aujourd'hui augmente. Et je crois qu'il faut, ce qu'on a vu ces derniers jours, et c'était une visite très, très riche et très, très inspirante, je crois que ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on change un petit peu notre mindset. C'est de dire effectivement, il y a des mastodontes, y compris d'ailleurs des mastodontes israéliens, je pense à Checkpoint, je pense à CyberArk. Ces gens-là, on va continuer d'acheter leurs solutions, qu'ils se rassurent. Mais il y a une part du risque qui, aujourd'hui, n'est pas toujours couvert par ces solutions parce que les hackers vont plus vite que nous, parce que les hackers vont plus vite que les fabricants de solutions. Et du coup, cette petite part, parfois 20%, parfois 30%, peut-être non couvert aujourd'hui, eh bien, il faut oser faire travailler des startups israéliennes, éventuellement avant qu'elles ne se fassent racheter par les gros acteurs américains. Et donc, je pense qu'effectivement, il y a un déclic là. Qu'on compte à l'issue de cette Learning Expedition et au travers du CESIN porté au niveau du pays. Bien sûr. Nelly, le rôle de l'éducation finalement dans la formation de ce personnel qualifié, il est essentiel. Oui, c'est fondamental, mais en fait, au-delà de l'éducation, le grand problème, c'est le problème de la ressource qualifiée. Il y a une pénurie mondiale dans les pays occidentaux de ressources qualifiées. Israël ne fait pas exception. Et ça va être un enjeu de souveraineté nationale. Parce que si vous n'avez pas les ressources qualifiées pour vous défendre, eh ben, les hackers, ils peuvent s'en donner à cœur joie. Et donc Israël, pour adresser ce problème de ressources, a décidé d'aller le plus en amont possible pour fabriquer de la ressource. Et ça commence par l'éducation, avec 3 grands piliers qui sont des programmes dans les lycées, et ceux dès l'âge de 14 ans, des programmes extrascolaires aussi, là c'est plus le secteur des ONG, et puis l'armée qui prend ensuite le relais et qui les amène au niveau supérieur. Ils sortent de l'armée, ils sont déjà opérationnels. Jérôme, est-ce que finalement plus la France est présente et active dans le Proche-Orient ou dans des régions délicates, plus il y a d'attaques aujourd'hui? Alors, la question de l'attaque, elle doit se découper en fonction des types d'attaquants.
En fait, on va distinguer plusieurs types d'attaquants. Il y a ceux qui attaquent par idéologie. Il y a ceux qui vont attaquer pour gagner de l'argent, il y a ceux qui vont attaquer pour déstabiliser des pays. Et donc on voit que sur le volet idéologique ou déstabilisation, effectivement, il y a des enjeux diplomatiques qui peuvent rentrer en ligne de compte. L'important à ces moments-là, c'est bien d'arriver aussi à coopérer ensemble pour bien analyser cette menace, avoir les bons capteurs dans les différents endroits et avoir des échanges qui soient bien bilatéraux sur ce qui se passe pour essayer d'anticiper au maximum et aussi anticiper en partageant des compétences, essayant le plus en amont possible d'anticiper la menace. Il me reste quelques secondes pour poser la question très rapidement, je suis désolé, Amélie. L'intelligence, je disais, vous êtes aussi spécialiste en intelligence, ça se passe comment en amont? Comment on détecte avant même qu'il y ait un risque? Comme on vient de l'évoquer, ce qui est vraiment important, c'est de partager l'information. Donc partager l'information dans le secteur public, dans le secteur privé, entre les deux types d'acteurs. Il faut vraiment qu'il y ait une coopération entre tous les différents types d'acteurs de l'écosystème et de la communauté de la cybersécurité. Donc à la fois le monde de la recherche et de l'innovation, les agences gouvernementales qui sont chargées de ces questions, et puis le secteur public qui ont des retours d'expérience et des idées à partager sur ces questions aussi. Merci Amélie Rive, chef des relations extérieures CES et spécialiste en intelligence et cyberdéfense. Alain Bouillet, président du CESIN, Club des experts de la sécurité de l'information et du numérique et aussi directeur sécurité de la Caisse des dépôts. Jérôme Villevoix, partenaire cabinet conseil Webstone, et Denis Soussan, CEO de Shushan & Co. Merci d'avoir été avec nous. Cette émission Défense est terminée. Je vous retrouve même heure, même plateau sur notre magazine Défense. L'information continue sur les 24 News.